Yofi. Eh ben, c'est parti, les amis. On est content. On se retrouve avec Midreshet Yehuda Manitou, avec le guide. D'ailleurs, pour ceux qui ratent, il y a des super Shabbats. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec Audi et le Rivka. Il y a des super Shabbats organisés par Midreshet Yehuda Manitou, où tu guides, Ariel. Moi, Oui. aujourd'hui, on se retrouve en Zoom pour parler d'une nouvelle famille, la famille Abou d'Algérie. 2 siècles de sionisme. À toi. Voilà, il y a aussi, en plus des Shabbatot pleins, il y a aussi des balades. Aujourd'hui, on se promenait à Yafo. Et justement, on a parlé du fait que si l'histoire du sionisme nous rappelle qu'à Yafo sont arrivés les Chalutzim de la première, de la deuxième Aliyah, avec le bureau représentatif du mouvement sioniste, le Misrad Eretz Israeli. En fait, les Juifs du Maroc et d'Algérie sont arrivés 50 ans avant et c'est eux qui ont préparé le terrain pour que les Chalutzim puissent faire ce qu'ils avaient à faire. Donc, on va essayer de réparer un petit peu l'histoire. Je vois qu'il y a Jacqueline Reich qui rigole, elle est aujourd'hui avec nous. Effectivement, on va essayer de réparer un peu ces oublis de l'histoire. Alors, je vous invite à me suivre pour cette diaporama, cette conférence sur la famille Abou. Alors, je partage mon écran. Je mets en mode écran. Et voilà. Donc, on a dit qu'on est dans une série qui parle des familles en Eretz Israël, mais qu'on veut. On va choisir. La semaine dernière, il y a 2 semaines, on a parlé de la famille Solomon, donc une famille qui était venue d'Europe de l'Est. Maintenant, on veut parler de la famille Abou, qui, elle, arrive d'Algérie. Et je commence. Donc, la famille Abou, d'après la tradition de la famille, son nom vient d'un acrostiche, sont les initiales dans un verset de Tehillim, le Tehillim 111, Asuyim be'emet ve'yachar. Donc, ce sont des gens honnêtes, des gens droits. Et du côté droit de l'écran, vous voyez le site internet de la famille Abou. Il y a de la même façon qu'il y avait un site internet sur la famille Solomon. Donc, ceux qui veulent après compléter peuvent aller sur le site de la famille Abou pour compléter leur connaissance sur cette famille. Et ils sont très connus, en fait, pour ce qui est à gauche de l'écran. Lag BaOmer ou Masoret Bet Abou Bitzvat. Comment ça commence? Dans leur site, le logo de leur site, c'est Lag BaOmer et la famille Abou. Parce qu'en fait, ils sont ils sont très liés l'un et l'autre. Et on ne peut pas imaginer les fêtes de Lag BaOmer sans la famille Abou. Et voilà. Alors, on va commencer par quelques notes de musique de Lag BaOmer. Pas le son, on manque de quoi. Je vais partager le son, Ariel. C'est bon. Donc, après ces réjouissances qui ne sont pas à Méron, il s'agissait du départ de la procession qui va à Méron et ça se passe à Tzfat, dans la maison de la famille Abou. Alors oui, à droite, ce n'est pas un rabbin, ce n'est même pas la famille Abou. Vous avez une photo, une image, une peinture de Abdelkader. Alors, comment Abdelkader s'est glissé dans l'histoire de la famille Abou? En fait, c'est lui qui est à l'origine de cette saga. Parce que Abdelkader se révolte contre les Français qui colonisent l'Algérie et il va être éjecté d'Algérie et va trouver refuge en Syrie. Et c'est alors que les Français vont dire à un très bon ami d'Abdelkader, le rabbin Shmuel Abou, tu sais, ton copain il est parti, tu as intérêt à partir aussi. Et c'est là que le rabbin Shmuel Abou doit quitter l'Algérie, il décide d'aller en Eretz Israël. Et là commence l'histoire dont je veux vous parler. Juste pour rappeler qu'Abdelkader, réfugié en Syrie, c'est pas la fin de son aventure avec le peuple d'Israël, puisque son petit-fils va vendre des propriétés terriennes en Eretz Israël au KKL, et que son arrière-petit-fils, lui, va aider le Palmach en 48, parce que c'est un révolutionnaire et qui pense que le Palmach, c'est la gauche ouvrière, et donc c'est l'avenir du monde. Et finalement, il va même se convertir, se marier avec une Israélienne juive. Il est enterré au kibbutz d'Afikim. Alors, si vous cherchez des kibbutz tzadikim dans le nord, en route vers Tveria et Rabbi Meir Valanes, vous pouvez vous arrêter au kibbutz d'Afikim juste au sud du lac de Tibériade et aller visiter le tombeau de Abderrazak Abdelkader.
Et donc, Shmuel Abou arrive en Eretz Israël. Lui, il est né en 1789 à Alger. Son père était un grand commerçant. Lui a fait des études, il est rabbin, diplômé. Il s'occupe aussi des affaires familiales. Et en 1817, il arrive en Eretz Israël à Tzfat. Il a 3 enfants avec des noms très durs à se rappeler, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et 2 fils, Sarah et Simcha. Et la communauté qu'il découvre à Tzfat, c'est catastrophique. L'état de la communauté, la pauvreté, les embûches, c'est pas facile de vivre à Tzfat en 1817. Les Arabes se font un malin plaisir de maltraiter les Juifs de la ville. Mais alors, les Français vont avoir une idée. Ils cherchent un consul en Algérie. Ils cherchent un consul à Tzfat. Et si le Rav Shmuel Abou a été chassé d'Algérie comme persona non grata en Algérie, c'est peut-être qu'en Israël, Johan, si tu es là, tu peux couper les micros. En Israël, il peut représenter les intérêts de la France et il est nommé consul de France en Israël. Et ça va impacter la vie des Juifs de Sfat et de toute la Galilée. Vous allez comprendre pourquoi. On est en Turquie. Eretz Israël fait partie de l'Empire turc. Il y avait eu, après les croisades, un régime qui s'appelait le régime des capitulations. Les capitulations, c'était un accord entre les royaumes chrétiens, la croisade, et les pays arabes, qui donnait des avantages aux ressortissants de certains pays, représentés par leurs consuls, et ça va être repris, cet accord des capitulations va être repris par la Turquie au XIXe siècle, et c'est-à-dire que les consuls des nations européennes représentent leurs sujets face au pouvoir turc. Donc si un juif, par exemple, doit être condamné, doit être jugé au tribunal, il ne va pas être jugé par le tribunal ottoman où il n'a aucune chance de sortir indemne du verdict, mais il peut être jugé par son consul. Et alors, les nations européennes, chacune a son consul, et bien sûr, les consuls cherchent à augmenter leur pouvoir, et donc ils ont besoin de représenter de plus en plus de sujets. Et c'est pour ça que, par exemple, le consul de Russie va représenter les chrétiens orthodoxes, grecs, russes, etc. Le consul français va représenter les catholiques en Terre Sainte. Le consul anglais, lui, va représenter les juifs. Mais en Galilée, où il n'y a pas de consul anglais à ce moment-là, c'est Shmuel Abou, consul de France, qui va donner la nationalité, la citoyenneté française au maximum de personnes en Galilée, qui vont donc dépendre de sa juridiction, ça étend son pouvoir, mais ça va énormément aider les Juifs, parce qu'à ce moment-là, quand ils sont en but au pouvoir ottoman, ils ont un recours, ils peuvent se tourner vers le consul, et le consul a la France derrière lui, et la France a beaucoup d'influence sur le sultan turc. Alors, à gauche, vous voyez une mosaïque qui se trouve à Yafo de Chaim Amzaleg, qui lui est consul de Grande-Bretagne à Yafo. Mais revenons à notre consul. Avant de revenir à notre consul, vous voyez à gauche de toujours Chaim Amzaleg en grand habit consulaire et à droite les kavas. Les kavas, ce sont les gardes du corps turcs et chaque consul a droit à 1 ou 2 kavas. Donc vous voyez, ils sont habillés à droite, ils portent le sabre ou un grand bâton. Ils ouvrent la foule devant le consul. S'il faut, ils peuvent taper sur la tête avec leur bâton sur les gens qui dérangent. Vous pouvez voir, le kavas de droite, il a un sabre, et le kavas à gauche, il s'appuie sur son bâton. Donc, ils sont devant le consul. Ça donne... le consul se déplace en grande pompe. C'est quelqu'un qui a son importance dans l'Empire turc. Et on a maintenant un consul juif à Tzfat, le Rav Shmuel Abou. Alors, le Rav Shmuel Abou va faire de nombreux voyages dans le monde, mais surtout, il va arriver d'abord en Inde. Pourquoi est-ce qu'il arrive en Inde? J'ai expliqué qu'il était rabbin, mais qu'il était commerçant, et il veut recevoir de la famille Sasson, qui est une des plus grandes familles, plus riches des familles juives en Inde. Il veut le monopole d'importation de l'indigo pour teindre les tissus en Eretz Israël. Donc, pour rencontrer la famille Sasson et pour obtenir ce monopole, il va en Inde. Et il arrive juste au moment où en Inde, il y a un gros problème face à la judaïté. Le problème, c'est
quelle est la judaïté des Béné Israël. Qui sont les Béné Israël? Il y a en Inde 3 communautés juives. Alors, vous voyez en bas dans le texte, la communauté de Cochin dans le sud, qu'on appelle aujourd'hui en Israël les Kouchinim. Ils sont pratiquement tous montés en Israël. Les Béné Israël, eux, c'est un autre groupe qui habite dans les environs de Bombay. Et la communauté de Bagdad, les Juifs venus d'Irak qui se sont installés près de Calcutta et de Bombay. Et le gros problème, c'est une question est posée au rabbin. Vous voyez, en 1843, la question est posée par les rabbins de Bombay aux rabbins de Bagdad, qui sont la référence, puisque la communauté de Bombay, on expliquait bien, de Bagdad, les Juifs au sang bleu. Et il raconte qu'il y a une famille qui s'est installée à Bombay. C'est une famille qui fait partie des Béné Israël. C'est quelqu'un de très bien. Ils font Shabbat, ils mangent kasher, ils sont intégrés dans la communauté. Tout va très bien. Sauf que maintenant, ils voudraient épouser une fille des Bagdadites. Alors là, non, c'est trop. Est-ce qu'il est vraiment juif? Pour être avec nous à la tfila, c'est bon. Pour faire Shabbat, c'est bon. Mais pour se marier avec une fille des Juifs de Bagdad, non, ça non. Et finalement, c'est une question qui va défrayer la communauté juive et l'opinion publique juive en Inde. Et le Rav Abou, qui se trouve là-bas, va écrire une lettre pour prendre part dans cette discussion. Et il va défendre la judaïcité des Béné Israël, qui sont partie intégrante du peuple d'Israël. Ça va être ratifié par les rabbins de Jérusalem jusqu'en 1914, ou alors il y aura une marche arrière de certains rabbins de Bagdad et de Jérusalem qui vont commencer à se poser des questions. Est-ce que ces juifs indiens des Béné Israël sont vraiment juifs? Le Rav Shmuel Abou va aussi accompagner Montefiore dans plusieurs déplacements. Bien sûr, il va le rencontrer en Eretz Israël, mais il va l'accompagner quand il y aura l'affaire de Damas où des Juifs sont accusés de meurtre rituel à Damas. Le Rav Shmuel Abou fait partie de la délégation qui accompagne Moshe Montefiore chez les autorités pour essayer d'innocenter et de faire libérer les Juifs qui sont incarcérés. 1837, c'est le tremblement de terre qui détruit la ville de Tzfat. Alors, il faut se rappeler qu'il y a eu 2000 victimes sur 4000 et quelques juifs. Pratiquement la moitié de la communauté juive est morte dans le tremblement de terre. Ça se passe en Tevet, ça se passe en hiver, il pleut, il fait froid. Les survivants sont sans rien, entièrement démunis dans le froid, mais la plupart des gens sont carrément enterrés sous les décombres sans qu'on puisse les sortir parce qu'il n'y a personne. Il n'y a pas assez de main-d'œuvre pour ôter toutes les pierres et dégager les gens. Et c'est comme ça que périt une grande partie de la communauté de Tzfat. Et une grande partie des maisons sont détruites. Et alors, miracle, la maison de Rav Shmuel Abou, est intacte. Et c'est pour ça qu'il se donne la mission d'aider les autres à reconstruire leur maison, à refaire leur vie, parce qu'il faut comprendre qu'une grande partie veulent quitter, veulent abandonner Tzfat. Et Rav Shmuel Abou est l'âme derrière la cheville ouvrière qui va faire que les Juifs dégagent et reconstruisent leur maison à Tzfat. On n'a pas tellement dégagé d'ailleurs. Là où les maisons se sont écroulées, c'est aujourd'hui le cimetière. On a laissé, les gens étaient enterrés sous leur maison, c'est devenu le cimetière. On a un peu plus loin reconstruit, une partie sur les décombres et une partie à côté. Mais juste avant, le Rav Abou avait fait encore quelque chose. Il a racheté le terrain qui était adjacent au tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai. La raison pour laquelle il est venu à Tzfat, c'est qu'il voulait être proche du tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il achète le terrain et il construit le bâtiment qu'on connaît aujourd'hui. Ça a été après encore agrandi et ses enfants et petits-enfants vont continuer à construire, mais c'est lui qui construit le bâtiment sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron. Et alors, là commence la Massorette à partir de 1833, on part de la maison de la famille Abou et on va en procession jusqu'à Méron en chantant dans ce sens que vous avez vu le film que vous avez vu tout à l'heure. C'était le départ de la procession dans la maison des Abou à Tzfat. Et les gens de Tzfat reconnaissant les avoir aidés, non, ça c'est encore avant le tremblement de terre, mais reconnaissant d'avoir acheté le tombeau, d'avoir construit le bâtiment, lui offre un Sefer Torah qui est amené en procession à Tzfat chaque année. Ce n'est pas celui-là que vous avez dans l'image à droite, celui-là c'est la deuxième génération, il y a eu un deuxième Sefer Torah un peu plus tard,
préparé par un petit-fils au Rav Shmuel Abo. Mais le Rav Shmuel Abo ne se cantonne pas au fait qu'il est consul et qu'il est marchand et qu'il est rabbin et qu'il protège les Juifs de Tzfat. Il encourage les Juifs à se tourner vers l'agriculture. Alors, pour ce faire, vous le voyez à droite en habit de consul. Non, oui, c'est lui. À gauche, vous voyez Montefiore en grand habit d'apparat. Et ce que vous avez à gauche sur l'image, c'est un recensement qui a été fait à Shfarham en 1849. Et là-bas, vous avez le nom des familles présentes, des familles juives présentes à Shfarham en Galilée en 1849. Et il y est marqué là-bas, V'chulanu ovde Adama. Nous sommes des agriculteurs. Donc, le Rav Shmuel Abo va racheter près de 7000 dunam en Eretz Israël et proposer aux Juifs des terrains pour qu'ils commencent l'agriculture. Donc, l'agriculture n'a pas commencé avec les kibbutzim, elle n'a même pas commencé avec les moshavot, les colonies agricoles du baron de Rothschild en 1882, elle n'a même pas commencé en 1878 avec Petar Tikva, le début de Petar Tikva et de Gedés, ça a commencé au milieu du 19e siècle, et c'est le Rav Shmuel Abo qui est derrière ce retour. Il va aller chez Montefiore, et avec Montefiore, ils vont aller demander des permissions au pouvoir turc de pouvoir acheter terrain pour faire de l'agriculture. Alors, c'est quelqu'un qui est très respecté, qui était très connu, très aimé. Il y a un tas de légendes sur lui. J'en ai choisi une, la légende qui raconte qu'il y avait un malfaiteur arabe, un jeune voleur qui volait un peu partout à Tzfat et que les gens en ont eu marre, même les Arabes. Ils se sont tournés vers le Rav Abou pour qu'il s'occupe de le faire incarcérer. Le Rav Abou s'est tourné vers les autorités et ce jeune voleur a voulu se venger du Rav Abou. Il est venu de nuit pour le poignarder, mais quand il essaie de le poignarder, sa main se paralyse et il ne peut pas le poignarder et il comprend que c'est quelqu'un de kadosh, quelqu'un de saint qui est protégé par Dieu. Mais pour faire savoir qu'il est passé par là, il chamboule un peu tout dans la maison et il déplace les chaises, les tables pour dire « j'étais là, j'aurais pu, mais Dieu, Allah ne m'a pas laissé te toucher ». Alors, le docteur Youssef Charvit, qui bien sûr est un grand spécialiste des Juifs d'Algérie, je me sers de son doctorat et de textes qu'il a écrits, il dit que ce Rav Youssef Abo était quelqu'un qui était très spécial et qui a créé un nouveau type de chef communautaire. Quelqu'un qui touche à tous les domaines. Il était Nossi à Kollel, il est consul, il rachète des terrains, il touche à tout. C'est un nouveau type de leadership engagé dans la communauté qu'on voit à Tzfat. Et son fils, qui est le second, le Rav Avraham, vous vous rappelez qu'il y a trois fils, Avraham, Yitzhak et Yaakov, son fils Avraham Chaim Abo, lui va le seconder aussi dans la défense des Bnei Israël d'Inde. Et plus tard, quand il va être lui aussi, à cause de ses affaires, il va devoir aller en Inde rencontrer la famille Sasson pour importer son indigo. Et il se rend compte que malgré les décisions rabbiniques, les Bnei Israël sont maltraités, mal considérés par les autres juifs, et il va tout faire pour essayer de donner la reconnaissance totale de cette communauté par le judaïsme orthodoxe. C'est une question qui va revenir sur le tapis dans l'État d'Israël, quand les Bnei Israël et les Kouchinim vont arriver en Israël dans les années 50-60, et que le grand rabbinat d'Israël devra décider de leur statut de juif. Ce n'est pas le sujet de la conférence, mais c'est un sujet qui était très important et la famille Abou a grandement pris part. D'ailleurs, quand les grands rabbins d'Israël vont vouloir statuer sur le statut de Bnei Israël, ils vont rapporter le psak du Rav Shmuel Abou en disant voilà, on a le Rav Shmuel Abo qui a écrit déjà il y a un siècle que ce sont des juifs à part entière, etc. Et après le Rav Shmuel Abo, on arrive à la deuxième génération Abou, c'est Yaakov Chai, qui est donc le troisième fils, qui est celui qui va hériter de la charge. En fait, c'est lui dont vous voyez la photo à gauche. On n'a pas de photo du Rav Shmuel Abo, donc j'ai mis la photo, mais c'était la photo du Rav Yaakov Abo. Et lui épouse Esther Malka, qui est en fait une Anglaise. C'est une juive d'Angleterre. C'est la fille du grand rabbin de Liverpool. Et ça aussi, l'histoire, c'est incroyable. Comment est-ce que
se fait ce mariage entre un juif d'Eretz Israël, mais qui est venu d'Algérie, avec la fille du grand rabbin de Liverpool, et bien tout simplement, le grand rabbin de Liverpool arrive à Tzfat en visite, en pèlerinage chez Rashbi, et il y a un chameau sur lequel était assise la gente demoiselle Esther Malka, le chameau sur le bif, elle tombe, et on transporte cette jeune femme dans la maison des Abou pour la soigner, pour qu'elle se remette de sa frayeur et voir que tout va bien. Et ils vont passer quelques temps, donc la famille passe le temps de sa convalescence dans la maison des Abou. Ils vont apprendre à connaître ces gens, à les apprécier. Et donc, les deux familles vont donner leur aval à ce mariage, et la famille du Rav de Liverpool et la famille Abou de Tzfat. Et donc, Yaakov se marie avec une jeune fille juive, mais d'Angleterre, qui va devenir, il va s'habiller à la Sfarade, vous la voyez à gauche, et va prendre son rang. Sa sœur s'est mariée avec le consul anglais de Akko. Là, c'est un juif aussi, c'est Pinchy, et lui, c'est le consul. Donc, la famille de Liverpool est bien branchée en Israël, avec deux filles mariées à deux consuls, le consul de France à Tzfat et le consul anglais à Akko, Abraham Pinchy. Et quand elle a 80 ans, Madame Esther Malka arrive en Eretz Israël, c'est le début du mandat britannique, et arrive le premier haut-commissaire anglais, Sir Herbert Samuel, qui était un juif. Le premier haut-commissaire de Palestine du mandataire, c'était Lord Herbert Samuel, un juif. Et il se trouve que Esther Malka avait été en classe à l'école avec Herbert Samuel, et donc elle vient à sa rencontre. Elle lui fait la bracha du Birkat Kohanim en anglais, et elle lui offre en présent une photo de classe où on les voit les deux assis ensemble à Liverpool quand ils étaient à l'école, l'un à côté de l'autre. Alors, c'est très bien, c'est-à-dire qu'avoir des liens pareils, des amitiés pareilles, ça peut aider, surtout quand on est consul et qu'on a des problèmes. On va tout de suite voir comment ces liens avec les gens importants, avec l'administration anglaise, etc., peut aider la famille Abou. Alors là, vous avez à gauche une copie de la lettre du ministère des Affaires étrangères qui propose de continuer le titre. Et Shmuel Abou était connu par les Français et qu'il avait nommé consul de France à Tzfat. Ils ne connaissent pas son fils, mais ils décident de donner la charge à son fils. Et c'est comme ça que Yaakov devient agent consulaire de la France à Tzfat. Alors, le Rav Yaakov Abou, il va continuer l'œuvre de son père. Il va acheter des terrains à Méron, au village de Méron, et il va y installer des Juifs du Kurdistan pour faire de l'agriculture. Donc, on continue sur la lancée de son père, d'aider le retour des Juifs à l'agriculture. Je rappelle qu'on est encore avant les tout débuts des Moshavot Rishon de l'Aliyah Rishona. Et son importance est que, ce que j'ai dit aujourd'hui dans ceux qui étaient avec moi à Yafo, c'est que d'après la loi turque de l'époque, ne peut acheter un terrain qu'un ressortissant turc. Et donc, les Juifs qui arrivent d'Europe, qui veulent acheter des terrains pour faire l'agriculture dans les Moshavot, les premiers machos de l'Aliyah, ne peuvent pas acheter de terrain. Il faut toujours des hommes de paille, des prête-noms. Et la famille Abou, en fait, achèterait énormément de terrain au nom de ces gens qui arrivent en Eretz Israël qui ne peuvent pas acheter de terrain. C'est les Abou qui, eux, en tant que ressortissants, en tant que consuls, ont le droit d'acheter des terrains. Et c'est comme ça qu'on peut commencer à faire de l'agriculture. En 1870, c'est là que les terrains de Méron sont achetés, et ils vont aussi acheter des terrains à Djaouni, un village à côté de Sfat, en 1878. Et je rappelle, on est 1870, c'est 12 ans encore avant les Moshavot de la première Aliyah. 1878, c'est le début, c'est Djaouni et Malabes Petar Tikva. Vous voyez à gauche les maisons arabes de Djaouni, les maisons des habitants qui sont aussi rachetées. Ils achètent des maisons, ils louent des maisons, et puis ils construisent des maisons du même type que les Arabes du village de Djaouni, et commencent à faire de l'agriculture en Haute-Galilée. Là, vous avez la suite de l'histoire. En 1882,
il aide David Choub à acheter les terrains pour Rosh Pina. En 1883, on le voit à Yehuda Ma'ale pour acheter des terrains pour des Juifs qui arrivent de Mezrich. En 1884, il achète des terrains à Mishmar et Yarden, de nouveau pour des immigrants qui arrivent de Pologne. Je rappelle, eux ne peuvent pas acheter des terrains, il faut que ce soit un local qui achète le terrain. C'est la raison pour laquelle Yaakov Abou va acheter ces terrains. De nouveau, je cite le docteur Charbit, qui dit que, en fait, si on voit la carte de la Hitiyashut, de l'installation sur le terrain à Rosh Pina, Yehuda Ma'ale, Mishpach HaYarden, le sud-ouest du Golan, Machanaim, Enzetim, tout ça, ça a été acheté par la famille Abou. Donc, il ne faut pas sous-estimer leur importance dans l'histoire du retour du peuple juif en Eretz Israël. Mais alors arrive un problème, il n'y a pas que des achats de terre. J'ai dit qu'il est consul, il a ses kawas, là, ses gardes du corps qui vont devant lui, il représente les Juifs face aux autorités. Et en Rosh Chodesh Tevet 1883, il y a un mariage à Rosh Pina, la Moshe de Rosh Pina a 1 an, ils sont tout jeunes, ils sont tout contents, ils ont un mariage, et dans les réjouissances, il y a une balle qui est tirée d'un fusil et qui tue un jeune arabe qui était présent là-bas au village. Bien sûr, tout de suite, les Arabes tombent sur le village. Il y a la vendetta quand il y a un Arabe qui est mort. On appelle Rabbi Yaakov Abou à la rescousse. Lui va venir avec ses kawas, il va rétablir l'ordre, il va s'engager à traîner celui qui a tiré négligemment, ce n'était pas volontairement, mais celui qui a tiré involontairement sur cet Arabe, il va s'engager à le traduire en justice. Et il va faire une sulcha, en fait, il va calmer les esprits pour éviter la vendetta à long terme entre les Juifs de Rosh Pina et les voisins arabes, quelque chose qui aurait pu s'envenimer et continuer des générations. Donc ça aussi, ramener la paix, juge de paix, ça fait partie des attributions. Et là, on arrive à une prochaine histoire. Memarom. Memarom, c'est une colonie agricole dont les terrains ont été achetés par les Abou, vous avez deviné. Plus tard, ça va être Yesud Hama'ala, le village qui existe encore jusqu'aujourd'hui. Au début, ils sont voisins. Il y a Memarom, c'est la famille Abou et d'autres familles de Tzfat. Et Yesud Hama'ala est juste à côté. Memarom, c'est le nom parce que on parle dans la Bible de Memarom et on a pensé à l'époque que les marécages du lac du Roulé, c'était le Memarom biblique. C'est pour ça que c'est le nom qu'on a donné à ce village. Yesud Hama'ala, c'est une date, c'est la date du retour de Ezra en Eretz Israël. Et donc, il y a là-bas à Memarom quelques familles séfarades de Tzfat qui s'installent. Et là, de nouveau, le Rav Abou, il va faire l'histoire puisqu'il va donner sa fille en mariage à un des Olim de Yesud Hama'ala, la famille Lubovski, Ariel Lubovski. De nouveau, c'est des Juifs ashkénazes qui sont venus sans le sou pour faire de l'agriculture. Il fait le donner des terrains, il fallait les aider. Lui, c'est le sang bleu du judaïsme séfarade, d'une famille aisée et consul, mais l'unification du peuple juif leur tient à cœur. Et sa fille, la fille de Yaakov Abou, Masouda, se marie avec Ariel Lubovski. Et alors, ces Olim qui viennent d'arriver de Mezrich veulent construire leur maison, et alors ils font une découverte incroyable parce que sur le terrain de Yesud Hama'ala, ils trouvent une pierre ancienne d'une synagogue apparemment, et il est marqué dessus Isacher letav man de metavte, que soit béni celui qui s'installe ici. Alors, quel plus beau cadeau de trouver en s'installant au bord du marécage du Roulé. C'est une catastrophe, c'est plein d'anopheles, plein de malaria, beaucoup vont payer de leur vie le fait de s'être installé là-bas, mais trouver cette bracha d'il y a 2000 ans, que celui qui s'installe ici aura la bracha et béni. Aujourd'hui, cette pierre se trouve à Paris, au Louvre, mais c'était un cadeau inespéré pour aussi remonter un peu le moral de ces gens qui sont en but à beaucoup, beaucoup de difficultés dans cette région qui est tellement belle. Aujourd'hui, nous, on va se promener là-bas, c'est les vacances dans la vallée du Roulé. Il y a le parc des oiseaux, à Monachoulé, mais à l'époque, beaucoup ont payé de leur vie. Ceux qui vont là-bas, je vous invite à visiter la ferme Dubrovnin, qui raconte l'histoire de Yesud Hama'ala. Et là-bas, par exemple, on voit les listes de familles qui ont perdu 10 enfants de la malaria.
Les conditions étaient vraiment très dures. Et alors arrive une nouvelle moshava, un nouveau village que va créer Yaakov Abou, Shoshanat Hayarden. Aujourd'hui, Mishmar Hayarden. Pas dans l'endroit où c'est, à côté de là où est actuel, Mishmar Hayarden actuel. Il s'installe, la famille Abou s'installe à Shoshanat Hayarden. Ce sont des terrains qui appartiennent aux villageois de Méron. Là-bas, ils font de l'agriculture. Pendant l'hiver, ils vont labourer les terrains et plantent là-bas leur blé. Et quand les familles Abou avaient déjà racheté les terrains aux gens de Méron, et ils leur achètent aussi ces terrains-là. Et ils s'installent avec les frères Shlomo et Shaul Mizrahi de Tzfat, avec ça c'est les noms que j'ai marqués. Ils s'installent là-bas. Pardon, ça c'était à Mémarom. Shoshanat Yarden, mais après ils vont s'installer à Mémarom. Et les Olim de Mezrich s'installent à côté à Yusulamala. On arrive à la génération d'après. La troisième génération, c'est pas la troisième génération en fait. C'est le Rabbi Yitzhak Mordechai, le troisième consul, n'est pas le fils de Yaakov Abou, c'est son frère. Parce qu'il se trouve que le fils de Yaakov Abou, qui devrait hériter de la charge, est encore trop jeune, et alors il y a une régence momentanée, et on nomme Yitzhak Mordechai comme consul jusqu'à ce que le fils de Yaakov, grandisse. À ce moment-là, une des actions qui a été menée par Yitzhak Mordechai Abou, c'est que les Turcs ont essayé de démanteler le village de Yosudamala et de Mémarom. Pourquoi? Parce que les Turcs ottomans ne permettent pas aux Juifs d'acheter des terrains pour faire l'agriculture. J'expliquais que on loue, ils sont achetés par les Abou qui les donnent aux Olim pour travailler. Alors, au début, ça a l'air d'être des terrains prêtés ou loués par les Abou à des métayers, mais très vite, les Turcs se rendent compte qu'en fait, ce n'est pas vrai. Ils se sont fait avoir, Abou a acheté des terrains, mais il les donne aux gens de Mezrich pour faire un village et il n'a pas reçu la permission. Et donc, le Kimaikam, le gouverneur de Tzfat, vient avec ses soldats et décide de chasser les Olim de Mezrich de Yesuda Ma'ala. Bien sûr, on va vite à Tzfat, on appelle la famille Abou Aled, consul de France, et alors Yitzhak Mordechai arrive avec la veuve de son frère, vous vous rappelez, Esther Malka, cette jeune fille qui avait grandi en Angleterre, et ils disent non, ce terrain nous appartient, nous sommes la famille Abou, nous avons acheté, et je vous rappelle que nous sommes français. Alors elle vient avec un drapeau français. Nous sommes français, c'est un territoire français, vous n'avez aucun droit sur ce territoire. Elle vient aussi avec un fusil. Celui qui s'approche, je tire. Et elle lâche un ou deux coups de feu pour leur faire peur, et les Turcs s'en vont. Pendant ce temps-là, ils envoient un message pardon, à la sublime porte à Constantinople. Pardon, ils envoient un message au consul de France à Constantinople qui va informer le sultan que les propriétés françaises en Palestine, en Eretz Israël, sont en but à des attaques de son administration. Et le sultan va envoyer un message au Kaimakam, au gouverneur de Sfat, qu'il doit aller protéger les habitants de Yosudamale. Et donc, la famille Abou voit assez effrayé le Kaimakam qui revient avec ses soldats. Mais non, n'ayez pas peur, maintenant je viens vous protéger, j'ai reçu des ordres, vous avez le droit d'être ici, et je viens vous protéger. Et le Sefer Torah en argent que vous avez vu au départ, là, qui est amené aujourd'hui à Méron pour l'Akba Omer, c'est lui qui l'a offert, donc il a remplacé le premier Sefer Torah qui avait été offert par les gens de Tzfat, et il a offert le Sefer Torah en argent que vous avez vu dans l'image. Et c'est aussi lui qui a reconstruit, restauré la synagogue de Rabbi Yosef Banaa à Tzfat. C'est une des belles choules qu'on visite quand on visite Tzfat, le Tzadik Alavan, Rabbi Yosef Banaa. Alors, quand son fils a grandi, Meir Abou, alors il va prendre la succession de son père Yaakov Abou, et on finit l'intérim. Bon, là, vous voyez déjà à la fin de sa vie, je n'ai pas trouvé de photos plus jeune. Lui aussi a étudié la Torah et un travail, mais ce qui est plus intéressant, vous vous rappelez qui est sa mère? Sa mère, c'est Esther Malka. Esther Malka, elle est d'origine de Liverpool. Et donc, elle a un cousin, Michael Goldsmith, qui lui va aider
le jeune Meir Abou allait faire des études en Angleterre. Il arrive au Polytechnic School en Angleterre. Là-bas, il fait ses études et un de ses camarades de classe, un jeune garçon du nom de George, va plus tard accéder au trône d'Angleterre. C'est le fils de Édouard VII, le roi d'Angleterre, quand il fait ses études. Et plus tard, ce sera le futur roi George V. Et quand George V est couronné roi d'Angleterre, son pote, son copain de classe, Meir Abou, lui envoie une lettre de félicitations. Et que fait ce bon roi Georges? Il lui envoie une lettre de remerciement. Et ça, c'est très important parce que ça va sauver la famille Abou quelques années plus tard. Mais là, je vous laisse en suspense. Qu'est-ce que va être l'importance de cette lettre du roi George V? Alors, lui aussi se marie avec une Anglaise, Chaya Rachel Goldstone. Elle était très belle, elle était très jeune, elle avait 15 ans, très belle. Tout le monde, c'est une famille c'est une famille de Russie qui a fait son alia, qui est à Tzfat. Beaucoup de garçons seraient intéressés à gagner la main de la jeune Chaya Rachel. Et c'est Meir Abou qui va tirer le gros lot. Et vous voyez ce que dira sa femme plus tard. Kimat mide laila belayla, haya doer al suso el mul chaloni upotzer beshirim romantim, shumulave otam befrita à la oud. Alors, il l'a courtisée en venant sur son cheval sous les fenêtres de la demoiselle, en lui chantant des poèmes et en s'accompagnant d'un oud. Donc, il savait y faire et c'est lui qui se marie avec Chaya Rachel, qui est âgée de 16 ans. Alors, on est maintenant dans l'époque du mandat britannique. À l'époque du mandat britannique, très vite, les Anglais qui avaient reçu ce mandat de la Société des Nations pour aider au retour du peuple juif sur sa terre oublient un petit peu leurs promesses, jouent la carte arabe et commencent à limiter le droit des Juifs à revenir sur leur terre. Alors, on n'a plus le droit de revenir, on n'a pas le droit d'acheter des terrains, ils limitent aussi les endroits où les Juifs peuvent acheter des terrains. Et que va commencer, en parallèle, il y a la montée du nazisme en Europe, et donc commence l'Alia clandestine. Alors, tout le monde connaît l'histoire des bateaux, les bateaux fantômes, l'Exodus, c'est devenu un nom célèbre. Mais en fait, il faut se rappeler une chose, l'Exodus, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Là, on est avant la Seconde Guerre mondiale, et déjà commencent les bateaux clandestins frétés par le mouvement révisionniste pour exfiltrer les Juifs d'Allemagne de la botte nazie, de l'emprise des nazis. Mais en parallèle à cette alia clandestine par bateau qui vient d'Europe, il y a une alia clandestine qu'on a un petit peu oubliée, c'est l'alia clandestine par avion qui vient d'Irak. De nouveau, après la Seconde Guerre mondiale, il y aura des avions qui vont amener des Juifs d'Irak vers les champs de Yavniel en Galilée. Mais en plus de l'alia clandestine par bateau et par avion, il y a une troisième alia clandestine qui est par voie terrestre. C'est des Juifs qui arrivent par le Liban, par la Syrie, traversent les frontières du nord d'Israël et se fondent dans la foule, essayent de disparaître, de ne pas être repérés par les Anglais. Et donc, les points de passage sont en Haute-Galilée, donc pas loin de Tzfat, vers la frontière nord du pays d'Israël. Et quand ces clandestins arrivent à Tzfat, il faut les nourrir, il faut les loger jusqu'à qu'ils s'organisent. Et la maison Abou, c'est la maison du bon Dieu pour ces gens-là. Ils ont une grande maison et c'est là-bas qu'on les accueille. Les enfants de la famille Abou raconteront qu'il y a toujours au début les petits-enfants, on ne leur raconte pas ce qui se passe parce qu'on a peur qu'ils racontent à des copains que les Anglais l'entendent. C'est illégal, bien sûr. Et donc, on ne leur dit pas, mais ils voient qu'il y a toujours des invités qui arrivent, qui passent, qui viennent. Et en fait, Meir Abou est ami avec un arabe qui habite Sfat, qui était anciennement dans l'administration turque. Il avait gardé des tampons de l'administration turque. Et donc, il donne des tampons à Meir Abou. Et grâce à ces tampons, Meir Abou peut faire de véritables faux papiers à ces juifs qui arrivent du Liban et de Syrie, comme quoi ils sont nés, il leur fait des certificats de naissance dans l'Empire ottoman avant la Première Guerre mondiale. Donc, avant qu'il y avait que les Anglais n'arrivent, il y avait les Turcs, et il leur fait de vrais actes de naissance turcs, bien sûr entièrement faux, mais vrais, authentifiés et tamponnés par ce tampon qu'il a reçu. Tout ça, c'est formidable, c'est fort bien, jusqu'à ce que les Anglais commencent à se douter qu'il y a quelque chose
il y a des illégaux, et il y a des faux papiers, il y a de l'aide, il faut commencer, la police commence à faire ses enquêtes, et les pistes mènent vers la famille Abou. Alors, il y a un livre qui a été écrit pour les enfants en Israël. Il y a une très bonne série. Je vous la conseille à acheter pour vos petits-enfants. Ça s'appelle Mineret Azman. C'est l'histoire de deux enfants, un frère et une sœur, qui ont un don. Ils peuvent remonter dans le temps, puis ils remontent dans le temps dans l'histoire du sionisme. Donc, ils vont rencontrer la famille Abou et raconter ce que je vous raconte, mais ils le racontent eux-mêmes. Ils vont vivre avec eux quelques jours, et puis ils vont vivre dans l'usine secrète de la Haganah, et puis ils vont vivre dans le Palmar. Donc, ça s'appelle Mineret Azman, le tunnel, les couloirs du temps. Et vous voyez le titre de ce volume, Achotemet Asodit Shel Mishpachat Abou. Ah oui, vous avez beaucoup acheté. Oui, ça, c'est le volume 75 de la série. Il y a près de 100 volumes. C'est des petits fascicules, ce n'est pas très, très gros, ça se lit rapidement. Donc, le tampon secret de la famille Abou, ce fameux tampon qui sert à faire des vrais faux papiers. Mais maintenant, les Anglais recherchent la famille Abou et donc ils rentrent, un jour arrive une équipe de policiers secondés par l'armée qui commence à fouiller de fond en comble la famille Abou. Le tampon est chassé et caché dans une lampe. Les Anglais prennent la lampe et la retournent et ils n'ont pas découvert le tampon qui était dedans. Par contre, en remettant la lampe à sa place, sur une étagère, il y a un papier qui tombe. Et le commandant de police ramasse le papier, puisqu'il cherche quelqu'un de suspect. Il va lire un peu les dossiers. Si c'était caché à côté de la lampe, peut-être c'est des dossiers secrets. Il ouvre et qu'est-ce qu'il voit? Quelle n'est pas sa stupeur? Une lettre écrite de la main du roi Georges V qui écrit, qui parle à son bon ami Meir Abou. Donc le policier arrête la fouille, fait sortir les enquêteurs. Il se tourne vers Meir Abou. Le gouvernement de Sa Majesté et moi-même et mon équipe nous excusons de vous avoir importuné. Bien sûr, on ne va pas fouiller chez un proche du roi d'Angleterre. C'est comme ça que la famille Abou est sauvée grâce à cette lettre qu'ils ont reçue du roi Georges V, qui est arrivée parce que Meir Abou avait, grâce au fait qu'il avait envoyé une lettre de félicitations pour le couronnement du roi. Alors, Meir Abou va écrire à ses enfants une lettre que vous voyez à gauche. Je vous la lis. Banai hayekarim, tizkeru hanes shasalanu haelokim. Donc, mes chers enfants, rappelez-vous le miracle que Dieu nous a fait. Beyom esrim le chodesh shvat shnat tarza, donc le 20e jour du mois de Shvat de 1935, quand le gouvernement a fait une fouille chez nous et que nous sommes sortis indemnes, l'abbé de tout soupçon, Tasu Oto Yom Simcha Vehalel, faisant un jour de joie et de Halel, la El à Dieu, Utnut Tzedaka, Kefir Choltochem, donner à Tzedaka selon vos étés, Ken Divrei Avichem, Amitpalel Ba'atchem, ainsi parle votre père, etc. Donc, c'est un jour de fête fêté dans la famille Abou, le jour où la famille a été sauvée d'une punition très grave, parce que aider des immigrants illégaux et encore faire des faux papiers, c'est des choses qui ne passent pas, qu'on ne peut pas pardonner dans le régime anglais, mais grâce à cette lettre du roi Georges V, ils ont été sauvés. Alors, le prochain problème qu'il va y avoir, ça va être à Mishmar Yarden. Mishmar Yarden, donc un village dont ils ont acheté les terrains et ils les ont donnés à la famille Lubovski. Vous vous rappelez qu'il s'était marié, son père s'était marié avec une fille Lubovski. Non, lui, s'était marié avec une fille Lubovski. Pardon. Sa sœur était mariée avec Lubovski, le lait de Mezrich, qui dirige la communauté, qui est un des chefs de la communauté de Mezrich à Yosud Amala. Et là, un certain moment, Mishmar Yarden, et là, à un certain moment, il y a un problème qui se pose, c'est que Lubovski transmet le titre de propriété à Yika. Yika, Jewish Colonization Organization, c'est ce qui a remplacé l'administration du baron de Rothschild, qui prend en charge les moshavot, les colonies agricoles de la première Aliyah. Et quand les titres de propriété sont transférés, ils vont être marqués au nom de Oswitzky, qui est l'administrateur du baron Rothschild à l'époque, qui est en place là-bas. Et ce Oswitzky n'est pas un gars très recommandable, et en 1903, il est chassé de son poste.
OK, donc il est chassé de son poste, mais il dit un instant, les terrains de Mishmar Yaden sont à moi. Même au cadastre, ils sont inscrits à mon nom. Donc là, maintenant, on a un gros problème, c'est que Oswiecki a été évincé de Mishmar Yarden et des Moshavot qu'il gérait dans le nord, mais il a pris avec lui les titres de propriété et maintenant, il se pose comme le véritable propriétaire. Il demande l'expulsion des agriculteurs qui sont installés à Mishmar Yarden. Et le gouverneur de Tzfat, qui est un ami de la famille Abou, qui sait très bien que c'est la famille Abou qui a acheté ces terrains, ne met pas trop de zèle à chasser les gens et à redonner les terrains à Oswiecki. Il temporise un petit peu et ça va laisser le temps à la famille Abou de faire intervenir de nouveau le consul de France et les autorités. Et finalement, c'est Oswiecki qui sera traduit devant les autorités, qui sera jugé et les terrains reviennent à leurs occupants. À gauche, vous avez dans l'image, je l'ai mis, je dis deux mots, c'est pas sur la famille Abou, mais c'est un monument qui raconte l'histoire de Mishmar Yarden, parce que Mishmar Yarden, c'est un village qui a été détruit par les Syriens à la guerre d'indépendance en 1948, et les rescapés de Mishmar Yarden n'ont plus voulu reconstruire au même endroit, ils ont reconstruit à 2 kilomètres de Mishmar Yarden historique, et à l'endroit où était le village de Mishmar Yarden en 1903, il y a juste quelques ruines et un monument. Le fils de Meir Abou, Raphaël Abou, lui est né en 1899 et lui va vivre une époque très intéressante puisque si son père avait été à l'époque du mandat britannique et avait aidé les immigrants illégaux, Raphaël Abou, lui, va vivre le début de l'État d'Israël. Il va vivre la guerre d'indépendance. Il va être très actif dans la défense de Tzfat, dans les combats pour la ville de Tzfat. Et plus tard, il va voir l'État d'Israël. Lui, il s'est engagé très jeune dans la police britannique, mais il voudrait faire le cours d'officier. Les Anglais ne lui permettent pas de faire le cours d'officier, arguant du fait qu'il est trop jeune. Il a 22 ans. Et ce qu'il va faire, il se rappelle qu'il est fils du consul de France. Il a donc la citoyenneté française. Donc, il va à Beyrouth. Il fait là-bas l'école d'officier de police, les cadets de police à Beyrouth. Il revient en Israël avec son diplôme de cadet de police. Et comme ça, il sera accepté comme officier dans la police de Sa Majesté très britannique. Et Raphaël Abou, qui vit une époque très mouvementée, va créer l'association Maccabi, le club de sportifs Maccabi à Tzfat en 1925. Vous comprenez qu'il le fait pour organiser la jeunesse, bien sûr pour le sport, mais c'est aussi pour faire de la gym, pour entraîner les jeunes. Il comprend qu'il faut se défendre, il comprend qu'on va aller vers un État d'Israël, il faut former des jeunes qui savent se battre et qui sont sportifs. Et donc, en fait, le club sportif est un vrai club sportif, mais c'est aussi une couverture pour l'entraînement. Je rappelle que dans les années 30, la Haganah va inventer une nouvelle matière enseignée dans les écoles en Israël qui s'appelle le Chagam. Le Chagam, c'est Chinuch Gufani Mugbar, éducation physique améliorée. En fait, c'est une préparation paramilitaire, mais comme on n'a pas le droit de s'entraîner dans le mandat britannique au maniement des armes ou à l'entraînement militaire, alors on a inventé des cours de culture physique améliorés où on se prépare au métier des armes. Alors, Raphaël Abou a déjà compris ça en 1925 et créé dans cet esprit-là le Maccabi de Tzfat. Il va créer encore autre chose. Regardez à gauche sa carte. C'est une carte de membres du club des chasseurs juifs de Palestine. Agudat Atsayadim Haivrim Eretz Israël, l'amicale des chasseurs juifs en Eretz Israël. Pourquoi il fait ça? Est-ce que les Juifs, tout à coup, ils se trouvent un goût pour la chasse, au gibier? Non. Mais de nouveau, ça permet d'avoir des permis de port d'armes. Si je suis chasseur, j'ai une arme légale. Et donc, il veut armer des Juifs pour la défense de la communauté de Tzfat. Et par ce biais du sport, il les entraîne physiquement. Par ce biais du club de chasse, il obtient des armes. Et en fait, il a créé une milice armée des jeunes pour protéger Tzfat. Donc, comme je dis, une famille très intéressante, la famille Abou. Là, vous le voyez déjà après la création de l'État d'Israël, quand il est Mefaked Mishmar Ha'am, il est responsable de la défense civile de Tzfat. Il a pris part, bien sûr, à la guerre d'indépendance. Juste avant la guerre d'indépendance,
les Arabes de Tzfat qui avaient compris que c'était l'âme derrière, c'était lui qui organisait la résistance juive contre eux pour se défendre contre les Arabes, ont essayé par 2 fois d'attenter à sa vie. 2 fois, il va échapper à des attentats. Et les journaux encenseront son courage et son dévouement. Plus tard, là, vous le voyez déjà, la dernière année de sa vie, en 1963, avec le Sefer Torah, mais là, vous voyez déjà la police israélienne. Lui, ce qu'il va faire, il va transformer cette cérémonie de l'Akba Omer en cérémonie nationale. Si dans le temps, c'était religieux, lui, il va maintenant amener les drapeaux d'Israël, il va amener des représentants de l'État d'Israël, des forces armées d'Israël, et en faire une fête religieuse et nationale. Là, c'est la dernière fois qu'il arrive à Méron avec le Sefer Torah, juste avant son décès. Et vous voyez comme c'est marqué que quand on arrive maintenant, on chante des nouvelles chansons. C'est dans le chant chanté Bar Yochai, on chante toujours encore Bar Yochai, mais on chante aussi Liot Am Chofshi B'Artzenu, et on vient avec des drapeaux. L'Akba Omer devient une fête sioniste. Il ne faut pas le dire parce qu'aujourd'hui, à Méron, ça ne se fait pas de le dire. Pardon, je suis dans la mauvaise direction. Et il recevra des diplômes de citoyen d'honneur de la ville de Tzfat. Pardon. Là, on est maintenant ça c'est Raphaël Abou à gauche qui acquiert Tzfat, mais aussi son fils. La prochaine génération, Yosef Evron, lui changera son nom de Abou en Evron, recevra aussi un diplôme citoyen d'honneur. Pardon. Et son fils, donc Yosef Evron, va encore amplifier le côté sioniste des fêtes de Méron. Alors, ce qui est incroyable, c'est que, comme je rappelle, Shmuel Abou était consul de France. Dans les droits, dans les devoirs du consul ou de l'ambassadeur de France en Israël, il est statué qu'il faut une représentation consulaire à la fête de l'Akba Omer. Et là, vous voyez je ne sais plus si c'est le consul ou l'ambassadeur de France qui décore Raphaël Abou Yosef Evron de l'ordre du mérite. Et voilà ce qu'il lui dit. Vous voyez, vous pouvez lire avec moi. Monsieur Abou, c'est au titre de l'action de votre famille à mener au cours de ces années écoulées, du fait que vous-même aussi vous mainteniez présente très étroitement, très fortement dans cette Galilée, dans cette région d'Israël, la présence française, que mon prédécesseur a fait de cette proposition de vous décerner une décoration française, l'ordre national du mérite. Et c'est pour ça, monsieur Joseph Abou, qu'au nom du président de la République, je vous fais chevalier de l'ordre national du mérite. Et c'est signé François Mitterrand. Donc, voilà, on a un chevalier de l'ordre national du mérite dans la famille Abou Tzfat. Et comme j'expliquais, d'après les règlements de l'ambassade, d'après les consignes du Quai d'Orsay, il faut un représentant officiel de la France à l'Akba Omer. Alors, voyons voir comment se débrouille l'ambassadeur de France à l'Akba Omer chez la famille Abou. אנחנו נסיים בדברי ברכה מצד נציג שגריר צרפת בישראל, נגיד את שמו, אני לומד אותו גם כן, הוא חדש, Monsieur Duterte, premier conseiller et représentant de Monsieur l'ambassadeur de France en Israël. תודה רבה. תודה רבה. אני אלכסי דוטרט, אני סגן שגריר צרפת. אני שמח כי אנחנו ביחד בערב ל"ג בעומר, ואני רוצה לדבר, אני שמח כי אנחנו ביחד בצפת, בבית אבו, וזה יום שמחה ואמונה, ואנחנו שמחים. כי אנחנו פה בצפת. אני רוצה לדבר, תודה רבה, משפחת אבו, כי אנחנו שמחים. Une chose, il a bien appris à décliner Anachnu Smechim, Ani Sameach. Ça ne va pas beaucoup plus loin. Le français du consul, de l'ex-consul Raphaël Abou n'est pas génial non plus. Moi, je vois aussi que au cours de cette conférence,
J'ai plusieurs fois cherché mes mots. Moi aussi, je perds mon français. Voilà, c'est surtout la fatigue. Je suis très fatigué, hein. Alors, je perds un petit peu les mots. Vous voyez les invitations aux cérémonies de Lag BaOmer à gauche en 1946, à droite pour les 64 ans de l'État d'Israël. Donc, c'est quelque chose qui continue. Cette célébration annuelle, malheureusement, il y a 2 ans, on se rappelle, on a eu un an et demi, il y a eu la catastrophe à Méron, dont on se rappelle. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que cette fête à Méron, ce n'est pas seulement la fête de la famille Abou ou la fête d'Eretz Israël. Les communautés locales, les Arabes, les Druzes, les Circassiens viennent aussi à Lag BaOmer fêter avec la famille Abou. Et là, vous voyez les Tcherkessim, les Circassiens, amenés par les Turcs pour peupler le Golan, qui viennent participer et qui vont danser à Lag BaOmer pour à l'occasion de cérémonie chez la maison. On n'a pas le son, c'est normal. Ok, vous avez compris en tout cas de quoi il s'agit. C'est une fête qui réunit aussi les différentes communautés. Et j'ai trouvé sur Internet une émission télévisée qui parle des célébrations les plus fantastiques, les plus belles félicitations dans le monde. Alors, ça fait un tour de différents pays. Et dans cette émission, je vais juste montrer 2 minutes. Here in the courtyard of the Abo family, a unique Lag BaOmer tradition occurs every year. Yosef Abo, whose ancestors came from Algiers almost 2 centuries ago, invites people to his house to dance and sing with a special Torah book. Then they make... Donc, vous voyez, ces réjouissances de Lag BaOmer sont aussi sont portées à la connaissance du public mondial parmi les festivals au monde, les festivals fantastiques, le festival de la famille Abou. Vous avez vu la maison Abou, vous avez vu le départ, il raconte l'histoire de la famille dans cette émission sur 10 minutes qui raconte ces festivités. Et donc, vous avez devant vous l'inscription qui se trouve sur la maison des Abou, Bet Abou, Assouyim Behemet Veyachar. Je l'avais dit au début, c'est l'origine du nom de cette famille. Ce sont les initiales Assouyim Behemet Veyachar, fait en vérité et en droiture. La plaque raconte bien sûr l'histoire de la famille Abou. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que voilà, vous avez en bas 27 ans avant la création de l'organisation sioniste à Bâle par Herzl, 50 ans avant les débuts des installations agricoles, des villages agricoles dans la vallée d'Israël, 39 ans avant l'installation de Dgania et de Kinneret, 12 ans avant la première aliyah des Bilouim avec les Moshavot de la première aliyah à Guédera. La famille Abou de Tzfat a posé les jalons de l'installation des Juifs, de l'installation agricole des Juifs en Galilée, dans la vallée du Roulé. Alors de nouveau, c'est quelque chose que, quand on entend l'histoire du sionisme, on sait que tout commence en 1882. Voilà, j'essaie de faire remonter un peu la machine dans le temps, que déjà 12 ans avant, et déjà encore plus, la famille Abou a acheté des terrains d'abord à Méron, et puis après dans la vallée du Roulé. Et on a compris comment ils ont aidé ces pionniers qui venaient, qui n'avaient pas d'argent, à acheter des terrains d'abord parce qu'eux étaient turcs et pouvaient acheter, à les défendre contre les Turcs quand les Turcs voulaient les expulser, à aider les immigrants illégaux, j'aime pas le mot, les immigrants clandestins à l'époque du bonheur britannique, à organiser la défense de Tzfat contre les Arabes dans les pogroms l'époque du mandat britannique, en inventant le club de sport et l'association des chasseurs. Donc, je pense que c'est vraiment une famille qui a sa place au panthéon de l'histoire du sionisme et du retour d'Israël sur sa terre. Voilà, elle est un petit peu oubliée. J'espère qu'on a un peu réparé cet oubli dans la conférence de ce soir. Et Bezrat Hashem, dans une prochaine conférence, éteins-moi, merci. on continuera avec d'autres familles
qui ont participé, qui ont œuvré pour le retour Ah du bon? Voilà, je coupe l'enregistrement, je coupe le... Ah, écoute, mets un plus petit alors. Ah bon, ben, tant pis. Chazakou Baruch Ariel, Kol HaKavod. Voilà. Passionnant, vas-y. Allez-y, des questions, chers amis. Très joli. Je voulais demander quel était le nom de ce rabbin de Liverpool dont la fille s'est mariée. Cohen Tzedek, je ne me rappelle plus son prénom, Cohen Tzedek. Ah, d'accord, Zach. 4. Il se trouve que maintenant, à Méron, pour l'Ag BaOmer, il n'y a plus aucun signe de rapport ou de nationalisme quelconque. D'autre part, ce n'est enregistré que par les Ashkenazim, Haridim. Même par rapport à quelques années, ça a changé. C'est de plus en plus Haridi et Ashkenazi et Yiddish, même les chansons, c'est terrible comme ça a terriblement changé. Je ne veux pas rentrer dans cette polémique maintenant. Il y a des raisons qui ont fait que ça a changé comme ça. C'est pas là, je voudrais parler de la famille Abou. Je ne veux pas rentrer dans cette polémique de ce qui se passe avec Noam Meron, qui est effectivement très, mais très. c'est un petit peu contre les principes de la famille Abou, quand même. Oui. Il y a encore le soir la procession qui part de la famille Abou. Oui, c'est vrai. Mais il y a eu comme le bâtiment, il y a des ajouts au bâtiment. Alors, il y a d'autres personnages, d'autres personnes qui ont ajouté au bâtiment et qui pensent que ce sont eux les propriétaires et surtout, ce n'est pas à la police de maintenir l'ordre là-bas et on en a vu les conséquences il y a 1 an et demi. Mais ce n'est pas le sujet. Je voudrais qu'on laisse ce sujet et qu'on revienne à la famille Abou. C'est des questions. Ça. Ariel, mais aujourd'hui, qui reste de la famille Abou? Alors, vous allez sur le site de la famille Abou, abou.org, et vous avez la génération d'actuels. Il y a des juges, il y a des médecins, il y a des hommes de lettres, il y a des gens de presse. Dans le site, il faut un petit peu un tour d'horizon de la famille Abou. Et ils s'appellent Abou ou ils ont hébraïsé Bon, d'abord, une grande partie ont changé parce qu'il y a eu des mariages aussi. Alors, il y a une juge qui s'appelle Lemlir Strauss, enfin un nom bien ashkenaz, mais qui est Abou, enfin les Abou Lemlir, enfin, vous avez compris comment ça se passe. Et puis, il y a ceux qui ont changé le nom, comme Yosef Evron, dont on a parlé. Juste si je dis 2 mots sur Yosef Evron, parce que font les descendants, ceux qui étaient présents à la conférence sur Guidi, Amichai Paglin de l'Irgun, dans la conférence que j'avais fait au printemps, je m'étais servi du livre de Yosef Evron. Yosef Evron, c'est lui qui a écrit beaucoup d'ouvrages, et un ouvrage de 250 pages sur Amichai Paglin. Donc, il y a toutes sortes d'occupations. Ils sont moins nombreux que les 20 000 descendants de Salomon, mais il y a encore pas mal de monde un peu présent dans beaucoup de secteurs d'activité. OK. Très intéressant qu'on a su, c'est bien avant les premières Moshavot de... Incroyable comment l'histoire... C'était tout le but de la conférence, tu as compris.